Rencontre donc entre le premier ministre canadien et le président des États-Unis. Ça s'est fait hier en deux, trois temps, notamment lors de cette mise en scène au Salon Ovale, alors qu'ils étaient tous les deux accompagnés, je le disais pour M. Carney, de son ministre du Commerce international et de sa ministre des Affaires étrangères. Et Monsieur Trump, lui, avait à ses côtés J.D. Vance, son vice-premier ministre, et son secrétaire d'État, Marco Rubio. Qu'on n'a pas entendu, tout Non? comme les ministres canadiens. Les caméras étaient rarement braquées ailleurs que sur Donald Trump ou parfois Donald Trump et Mark Carney, mais il y a eu quelques plans de coupe où on voyait la tête des ministres canadiens, M. Leblanc, qui vous allez parler. Ils n'avaient pas l'air d'être au party de victoire du Parti libéral, mettons. Présentons ça comme ça. Un peu plus inquiet. Ils avaient l'air d'avoir hâte que ça finisse et on comprend pourquoi. ouais. Et, avec l'intelligence artificielle, un de mes collègues a calculé combien de temps Donald Trump a parlé par rapport à Mark Carney pendant cette séance. 82 du temps. Et on l'a vu, là, même sans intelligence artificielle, parfois sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec rien. Non, c'est ça. On se sent au service de monsieur là, quand on est sur place. Là. Oui, c'est lui qui décide qui pose des questions, comment ça se passe. Néanmoins, effectivement, c'est à peu près unanime ce matin. Même les médias qui sont moins favorables à Mark Carney ont trouvé que c'était mission accomplie dans le sens où, et c'est vrai qu'il est ressorti de là avec sa dignité et qu'il a réussi à dire ce qu'il avait à dire. C'était assez habile la façon dont il a présenté l'histoire du 51e État. En gros, vous y connaissez en immobilier, vous savez que parfois il y a des propriétés qui ne seront jamais à vendre. Le Canada ne sera jamais à vendre. Clin d'œil au palais de Buckingham, sachant qu'il adore la monarchie. Oui, et la Maison-Blanche, celle qu'on a brûlée dans un épisode précédent. Oui, non, c'était assez réussi. Et je regardais le point de presse. Puis, je pense que Mark Carney avait presque peur. C'était une des dernières questions, sinon la dernière, où on lui a demandé est-ce que vous avez dit au président d'arrêter de parler du 51e État? Et enfin, il a pu dire oui, exactement. Je lui ai dit exactement ça. Il faut que ça arrête, ce discours-là. C'est contre-productif et ça n'arrivera jamais. Est-ce que ça va marcher? Je ne le sais pas. C'est clair que Donald Trump voulait partir cette relation-là sur des bases plus conviviales que celles qu'il entretenait ou pas avec Justin Trudeau. L'autre chose importante qu'il faut remarquer, c'est que c'est réglé. Il va venir au Canada pour le G7, présidé par le premier ministre Carney. Oui, et donc, implicitement, on présume, il a accepté l'idée que le président Zelensky soit là aussi pour parler de la cause de l'Ukraine. Alors, ça veut dire une autre grosse mission pour Mark Carney. Sur le reste, il n'y avait pas vraiment de surprise. Et à l'intérieur du gouvernement du Canada, mais dans la conversation plus large, il y a effectivement un débat à savoir, est-ce que vraiment ça vaut la peine de s'engager dans une négociation maintenant avec cette administration-là? Est-ce que ça va donner des résultats qui vont, pas trop désavantager le Canada, mais en plus tenir la route avec l'administration? Ou est-ce qu'on devrait laisser le temps faire son œuvre, c'est-à-dire laisser l'impact des tarifs qui commence, mais qui commence seulement à se faire sentir aux États-Unis? Ça va, entre maintenant et bientôt, ça va empirer au niveau des tarifs et de la situation économique aux États-Unis. On voit que dans les États clés, je voyais un sondage qui ont permis à M. Trump de gagner. Il est maintenant en baisse réelle de popularité. Alors, est-ce qu'on doit laisser plutôt un peu de temps au temps pour que ça fasse plus mal avant de s'en aller négocier? Une bonne question, d'autant plus que le président a été clair là, que la guerre commerciale et les tarifs sont là pour rester. Là. Évidemment, l'ampleur va changer là, d'une humeur à l'autre, mais c'est là pour rester. Ce que j'ai compris, cela dit, Chantal, en réaction à ce que vous venez de dire, c'est que la discussion était déjà, ou la négociation était déjà commencée. Ça veut dire qu'on négocie pas vraiment? Mais là, vous avez entendu M. Trump définir ce qu'est une négociation, c'est-à-dire quelqu'un se présente dans son bureau, puis on lui donne un chiffre. Alors, ma réponse à ça, c'est on verra, mais ça me semble encore assez obscur, l'idée qu'il y a une négociation en règle pour atteindre quels objectifs. D'autre part, Mark Carney vit dans le monde, contrairement à son interlocuteur, et la question des tarifs n'est pas une question strictement canadienne. Quand bien même, demain matin,
M. Trump dirait on va faire une forteresse Amérique du Nord, alors on enlève les tarifs pour le Canada, mais en échange, vous allez vous plier à tous les tarifs qu'on impose aux autres. On ne serait pas plus avancé. L'idée de Mark Carney, c'est pas de rendre le Canada esclave des volontés de la Maison-Blanche au niveau économique. Non, en tout cas, c'est pas ça qu'il a dit, non? Non, puis c'est le plan de personne. Donc, négocier, oui, mais à la fin, il faut, je pense, en écoutant Mark Carney, comprendre que le dossier canado-américain est évidemment très important, mais qu'il ne veut pas que ça devienne la seule obsession politique du gouvernement actuel du Canada, qu'il faut aussi se lancer dans d'autres chantiers ailleurs, parce qu'autrement, on se met à la solde, littéralement, des caprices, parce que c'est presque des caprices. La description qu'il a fait des gens qui allaient venir dans son bureau, puis non, il ne va jamais signer d'entente avec eux, ils vont juste s'entendre sur un chiffre. Je ne peux même pas vous expliquer le concept, tellement c'était éparpillé, mais néanmoins, une bonne journée pour Mark Carney. Les gens n'avaient pas eu le temps vraiment de tester la personne qu'ils ont élue comme premier ministre. Je pense qu'hier, il était à la hauteur des attentes et que ça a rassuré au moins les électeurs sur le résultat de la journée et sur sa prestation à lui. Suite de la discussion avec un acteur de premier plan qui était sur place, le ministre du Commerce international, Dominique Leblanc, ce sera à 7h35. Pierre Poilievre, lui, est-ce qu'il a eu une bonne journée? Non. Son caucus, ça s'est bien passé? Non. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que à la première... Alors, je vous explique la mécanique. Depuis qu'on a adopté un projet de loi parrainé par le député conservateur Michael Chung, tous les partis, à la première réunion de leur caucus à la suite d'une élection, doivent décider s'ils prennent à leur compte pour le prochain Parlement, donc pour toute la durée du Parlement qu'on vient d'élire, la loi mise en place par M. Chung qui permet à un caucus sous certains critères, d'exiger un vote du caucus sur le leadership du chef et, si le nombre de signatures requis est réuni, de voter sur son leadership, c'est-à-dire de dire on lui montre la porte. Ce qui est arrivé à Erin O'Toole, entre autres, mais pas à Andrew Scheer, parce que dans le cas d'Andrew Scheer, le caucus n'avait pas accepté de se plier à ça. À la place, on l'a assassiné avec des fuites sur les frais de scolarité de ses enfants qui auraient été payés à même la caisse du parti. Lui qui vient d'être désigné le chef parlementaire. Là. Oui, et on va revenir là-dessus. Mais donc, M. Poilievre, hier, a vu la vaste majorité de ses députés voter pour se doter de cette enclume qu'on va maintenant tenir au-dessus de la tête de M. Poilievre pour toute la durée du Parlement. Le vote, c'était du 3 pour 1, en gros. Là, une centaine ont voté pour, une trentaine ont voté contre. Ça vous donne une idée de l'état des lieux. Donc, faites attention, il y a une différence entre les sourires de rigueur quand on rentre dans la pièce en disant « oui, oui, il est notre chef et on a confiance » et ce que les députés pensent profondément, c'est-à-dire on met une laisse autour de son cou et si ça ne va pas, on pourra tirer sur la laisse et le faire rentrer dans une niche qui n'est pas celle du chef du parti. Et c'est ce qui s'est passé hier. Pour le reste, nommer Andrew Scheer comme chef parlementaire, deux choses. D'abord, M. Poilievre était certainement content de voir quelqu'un qui ne risque pas de lui succéder, parce qu'Andrew Scheer est un chef déchu du Parti conservateur et il ne reviendra pas. Mais pour le changement de ton, on repassera. C'est aussi un choix défensif, c'est-à-dire que M. Scheer est très, très proche de Pierre Poilievre et donc n'est pas susceptible, évidemment, de participer à un putsch. Mais est-ce que c'est possible, un putsch? Probablement. Demain matin, non. Dans 3 mois, non. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que s'il y a des gens qui veulent qu'on se départisse des services de M. Poilievre avant la prochaine élection, ils ont maintenant le feu vert pour commencer à tâter le terrain, à s'organiser et éventuellement à faire fonctionner le mécanisme qu'on a mis en place, le piège à ours qu'on a mis en place hier. Donc, sous haute surveillance, Pierre Poilievre, c'est une autre vie complètement pour lui. Le rapport de force hier, c'était officiel, a changé de côté. Chantal, à demain. Au revoir.